J'ai découvert son travail pendant une conférence passionnante sur le design d'expérience. Elle a dirigé le développement du Futuroscope avant de devenir consultante. Nul doute que sa vision et son expérience vont nous éclairer. Bonjour Amandine Lecoq. Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Ravi de t'accueillir. Je t'ai découvert à travers donc cette conférence. On va en parler dans quelques instants. Dedans, je crois que tu brises la glace. Tu dis à tout le monde, vous êtes tous des touristes. Tu peux nous dire ce que c'est qu'un touriste? C'est une bonne question parce que finalement la définition n'est pas encore très claire, hein. Un touriste au tout départ, ce serait un terme qui vient du compagnonnage et qui, Ouais, désigne les gens qui faisaient des tours en poterie, tout simplement. La définition la plus connue est celle des Anglais, quelqu'un qui fait un oui. tour, donc qui se déplace en dehors de chez lui. C'est ça qui a donné la définition qu'on connaît aujourd'hui. À partir du moment où on ne dort pas chez soi une nuit, on devient un touriste. C'était les no juste pour expliquer à tout le monde, mais c'était les nobles, c'est ça, qui partaient en Europe faire un Faire tour un comme ça à une voyage, époque? exactement. Ouais, On n'appelait pas ça des vacances, on appelait ça un voyage de découverte. Ça OK, passait beaucoup par l'Italie et la France, notamment pour les Anglais, pour découvrir les arts, les sciences et la culture, européenne. Ils partaient d'accord. largement Ouais, plus très qu'une clair. nuit d'ailleurs. Ouais, en effet. Et donc ça a donné le nom du terme touriste et aujourd'hui, il y a une définition officielle, par l'OMT, c'est ça, qui est Ouais. utilisée un petit peu partout? Tu peux nous Qui la con redonner? Ça fera réviser à mes étudiants qui nous écoutent. Bah, la définition officielle, c'est, quand on ne dort pas chez soi au moins une nuit, on est considéré comme un touriste et Mmh. ce que je reproche aujourd'hui à la manière dont on envisage, le tourisme en général, en tout cas dans notre monde occidental, c'est que c'est un terme qui est aussi un petit peu péjoratif. Quand on dit de quelqu'un que c'est juste un touriste, c'est censé être quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui est un petit peu, le bête, du de la situation et ça me dérange un petit peu que ce Il terme perde un peu ses lettres de noblesse. Ouais, il est venu en touriste. Ouais, il est venu en touriste, ça veut dire qu'il a rien préparé. Ça sous-entend que, il s'est pas préparé aux gens qu'il allait rencontrer, qu'il ne s'est pas renseigné sur le sujet ou sur la destination, en question et que, du coup, Mmh. on manque de considération à son égard. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, aujourd'hui. Ouais. OK. Écoute, moi, je suis pas venu complètement en touriste. J'ai un peu travaillé, mais c'est quand même toi qui vas faire l'essentiel du boulot. Je me suis renseigné, bien sûr, sur ton parcours, mais j'aimerais quand même que tu nous présentes, notamment ceux qui nous écoutent, un petit peu qui tu es. Quelles sont les grandes étapes de ta carrière professionnelle pour, en arriver là aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le tourisme après, des études de communication en France et au Canada. J'ai d'abord OK. travaillé, à des fonctions de direction de marketing stratégique et de développement au parc du Futuroscope pendant une petite quinzaine d'années. À ce moment-là, quand je suis partie, en tout cas, le parc était le 2e en France, après Disney, ce que peu de gens savent, hein. Cocorico Waouh! pour le Futuroscope. Ouais. Ensuite, j'ai dirigé un site culturel en Charente-Maritime qui s'appelle l'Arsenal des Mers, et qui, regroupe plusieurs, entités, touristiques et culturelles, des musées, des activités pour le sport et puis, et des parcours pédagogiques dans un écrin naturel absolument magnifique et préservé, classé monument historique. J'ai fait ça quelque temps et puis, pour des raisons de santé, j'ai dû, quitter ces fonctions. Ça m'a obligée à revoir un petit peu, à la fois mes priorités, mais ma manière de vivre, dans le sens où, Bien sûr. je suis quelqu'un qui s'investit un petit peu trop beaucoup, dans le travail en général. Du coup, c'est pour ça que je suis devenue, consultante. Je suis restée en Charente-Maritime, qui est un peu mon pays de cœur, ou là, où en tout cas, où j'ai le plus de souvenirs en tant que touriste depuis, toute petite, où une grande partie de ma famille, habite. Et puis, comme consultante, c'est bien, mais que ça ne me suffisait pas, je suis aussi adjointe, à la mairie de mon petit village, qui est classé, parmi les plus beaux villages de France, qui s'appelle Très Mornay-sur-Seudre. bien. On est dans les parcs Océrécoles, c'est magnifique. Et Waouh! puis, je suis aussi investisseuse dans des, start-up et des activités, touristiques notamment. Excellent. Assez complet, en effet. Tes journées doivent être encore bien remplies. Tout à fait, je te Heu, confirme. Ou je peux hem m'organiser comme je veux, c'est l'avantage. C'est ça qui est très bien, ouais, je te rejoins là-dessus sur, ce style de vie. Je le disais tout à l'heure, donc moi je t'ai découvert à travers, une conférence. En fait, j'ai vu le post LinkedIn, quelqu'un m'a tagué dessus en disant: «Ah tiens, ça devrait t'intéresser». J'ai écouté, je dis: «Waouh, super». Je t'ai proposé de venir du coup sur le podcast et en fait, on n'a pas échangé outre mesure Non. donc j'aimerais bien que tu remettes le contexte de cette conférence, de ce que tu donnes aussi dans les grands éléments et je te poserai des questions un petit peu autour de ça. Je te remercie en tout cas de me donner l'occasion d'exprimer un peu plus le contexte de cette intervention parce qu'elle est un petit peu, elle peut paraître un peu brutale ou en tout cas, innovante par rapport à ce que les gens s'attendaient à entendre. En fait, c'était une carte Ouais, blanche.
dans le cadre d'un salon du e-tourisme, très réputé dans notre profession, qui est à Pau. Et on m'avait proposé de faire une carte blanche de 15 minutes et l'idée de la carte blanche, c'est à la fois de raconter son parcours personnel, des choses qui nous tiennent à cœur, d'expliquer notre métier et puis de parler, d'un sujet qui nous semble important. Donc en 15 minutes, c'est très, très court, donc j'ai essayé de mélanger tout ça, mais c'est vrai que pour les gens qui tombent aujourd'hui sur, le la chaîne YouTube de Pau, et qui tombent sur la conférence sans avoir le contexte, ils peuvent se demander: «Mais pourquoi elle parle de Ouais. tout ça? Qu'est-ce qui lui prend?» Voilà. Et donc ça me tenait à cœur à la fois de raconter, bah, ma progression, en termes de professionnel, comment j'envisage le tourisme aujourd'hui et qu'est-ce que ma Mmh. vie personnelle m'a amené à changer dans ma conception, du travail, pour accompagner à la fois les acteurs privés et publics, du secteur. OK. Donc ça, c'est un peu c'est le contexte, la conférence. En effet, 15 minutes, c'est toujours, court. Moi, ça me rappelle, quand j'ai fait TEDx, tu sais, où tu as un maximum Exactement. de 18 minutes et tu dois tout Mmh. donner, et captiver ton public en même temps, surtout quand c'est pas ton métier, c'est pas très facile. Mmh. L'exercice a été suffisamment bien réussi pour, que j'aille jusqu'au bout, mais s'il y a des trucs qui m'ont un peu, marqué. Alors, on parle le même langage. Toi, tu parles de design d'expérience ou design de service. Tu as parlé de mémoire, je crois que tu parles de moment de vérité. Ouais. C'est amusant parce que c'est un terme que j'adore aussi et C'est j'ai même vrai? un épisode, dédié au sujet des moments de vérité avec Stéphane Frankel. C'est peut-être quelqu'un que tu connais qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc j'ai envie qu'on creuse ça et que tu expliques, toi, déjà, c'est quoi pour toi, le design d'une expérience touristique? Restons très global dans une première partie. Alors, designer une expérience touristique, donc ça vient de la discipline du design de service qui consiste à concevoir des services, des objets ou en l'occurrence des expériences quand on parle de tourisme. Et le principe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font du design de service sans s'en rendre compte, de manière empirique. Mais quand on formalise la démarche, qui est une vraie discipline, hein, que moi j'ai appris Mmh. à l'école polytechnique de Milan, quand on formalise bien cette démarche et qu'on utilise les bons outils pour parvenir à ces objectifs, ça peut être un outil qui, au-delà de créer des expériences innovantes auxquelles on s'attendait pas forcément au départ, Ouais. permet aussi de manager des équipes en interne et en externe de manière plus fluide et plus motivante que d'autres systèmes de management. Et quand on a les bons indicateurs de performance liés à la conception et à la progression de ces expériences, ça permet de faire vraiment la différence, notamment dans notre métier autour de la satisfaction client, qui reste pour moi le Graal absolu à atteindre pour pérenniser des activités touristiques, intéresser le client, faire qu'il revienne, le bouche à oreille, la fidélisation, allonger les durées de séjour, tout ce qui aujourd'hui concourt à la fois à faciliter le travail des accueillants, mais aussi avec une perspective plus durable. C'est quand même un sujet aussi très préoccupant aujourd'hui. Et de mon point de vue, la fidélisation, le fait d'allonger la durée de séjour et de proposer des expériences très satisfaisantes et innovantes coche toutes les cases pour permettre au tourisme de continuer à se développer de manière plus vertueuse qu'il a pu le faire dans son passé. Voilà. Ouais. Tu peux très concrètement, nous donner un exemple, soit d'un établissement ou d'une entreprise que tu as accompagné ou d'un exemple que tu juste pourrais illustrer de les étapes que quelqu'un qui, contrairement à toi et moi, travaillait pas là-dedans, ne comprend pas ce que c'est que design de service, qui comprenne très concrètement à quoi on pense et un peu les étapes qui composent la réflexion dont tu parlais? Moi, la genèse, ça a été effectivement mon expérience au Futuroscope. Étant au Bien sûr. marketing, mon boulot consistait à beaucoup regarder des fichiers Excel, à mettre les gens dans des Ouais. cases, tel type de public, tel type de persona et cetera. Et à un moment donné, on a l'impression qu'on a tous les indicateurs, tous les outils qui vont bien pour suivre, l'activité, la satisfaction, la fréquentation, le chiffre d'affaires. Et un jour, bizarrement, les chiffres qu'on a sont pas aussi bons que tout ce qu'on avait mis en place, laissait, augurer. Donc on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Donc on regarde un petit peu tous nos fichiers, tous nos indicateurs et les tableaux Excel ne donnent pas forcément la réponse. Donc en fait, on oublie beaucoup quand on se sophistique avec tous ces outils-là, l'aspect tout simplement observation terrain et humain, qui est absolument primordial de ne pas perdre de vue quand on est, à même d'avoir à concevoir des activités touristiques et faire en sorte que l'activité fonctionne. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. Tous les indicateurs, semblaient être au vert dans notre process de travail et un jour, la fréquentation n'est pas au rendez-vous. Donc on s'est mis à D'accord. réfléchir autrement, on a mélangé les chiffres dans tous les sens et puis surtout on est allé sur le terrain et moi je me suis rendu compte notamment quand je pilotais le centre de réservation, du Futuroscope que, par exemple, c'était la grande mode de la personnalisation et les chiffres nous disaient que c'était, principalement des hommes qui réservaient donc
la personnalisation nous faisait écrire dans l'email: «Cher monsieur, merci d'avoir réservé votre séjour» et cetera. Et Mmh. puis, sur le plateau, ce qui me semblait bizarre, c'est que c'était quand même beaucoup de femmes qui appelaient et les études montrent que c'est 80 de femmes qui s'occupent de la réservation des séjours. Donc il y avait un hiatus entre les données et puis Waouh! la réalité. Et puis, je demande à mon entourage, à mes collègues de travail et elles me disent toutes: «Oui, c'est effectivement nous qui réservons». Je leur dis: «Mais alors dans ces cas-là, pourquoi c'est les coordonnées de monsieur qui se retrouvent dans le dossier?» Et la réponse est assez simple, c'est qu'en fait, le tag des pages et cetera fait que la personnalisation se faisait sur le nom du propriétaire de la carte bleue et les femmes, la plupart du temps, payent avec la carte bleue au nom de leur mari les séjours. D'où l'erreur après C'est que dingue. informatiquement on faisait. Et la question c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi les femmes payent forcément avec la carte, enfin en tout cas souvent avec la carte du mari. Et en creusant Mmh. ça, en faisant des interviews téléphoniques avec, les femmes qui appelaient et encore une fois les professionnels que je pouvais rencontrer, bah, la réponse est en fait, c'est que c'est un moment de vérité très, très important pour une femme d'engager des dépenses Mmh. loisirs pour l'entièreté de leur famille. C'est un budget qui est pas neutre, qui est un budget plaisir, mais qui peut être culpabilisant quand on voit le montant et qu'on peut pas se le permettre plusieurs fois dans l'année et qui engage, voilà, le bien-être des enfants, et cetera. Et du coup, le niveau de stress est tellement important que, en général, elles se disent: «Les coordonnées de mon mari, au moins c'est lui dans la représentation culturelle, C'est le père génial. de famille et donc c'est lui, qui sera responsable de cette dépense». Donc ça pose quand même beaucoup de questions sur la manière Mmh. dont Ouais. ça se passe dans la Je dis: tête «C'est des génial», mais gens. pas «C'est génial», le truc, mais je c'est génial d'avoir obtenu cette info, mais c'est Ouais. choquant l'information que tu nous partages en vrai, hein. Exactement. Donc du coup, on Ouais. est on est sorti un petit peu de ces process informatiques, tout faits, j'allais dire automatisés, pour essayer d'avoir une approche un peu plus, humaine. Alors on a élargi du coup, les messages de fidélisation en arrêtant de dire «cher monsieur» ou «cher Tartempion», en étant un petit peu plus large et surtout en mettant des éléments de réassurance émotionnelle dans les messages qu'on pouvait envoyer, pour préparer le séjour, notamment et après en post-visite. Parce qu'encore une fois, on oublie beaucoup, on est très dans le factuel, en disant: «Vous avez réservé pour tant de personnes à telle date, blablabla, les informations techniques, c'est ça, 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 pratico-pratique, c'est ça». Mais tout ce qui est de l'ordre de la réassurance pour vous dire: «Ça va bien vous se passer, vous inquiétez pas, on reste à votre disposition», c'était des choses qu'on avait un petit peu, zappées dans la démarche, tout simplement. Un autre exemple pour être plus clair sur vraiment l'innovation en tant que nouvelle offre touristique, nous, dans un parc d'attractions, on offre des expériences dans des attractions, tout simplement. On en fait 8, 10, 12 par jour sur un panel de 30 disponibles. Alors, on peut rester plusieurs jours pour les faire. Et on avait tendance à ne proposer, en mise en avant communication, que le contenu de ces attractions-là, en se disant: «Telle cible, tel persona va plutôt aimer tel sujet technologique, tel sujet futuriste, tel secteur Mmh. d'activité» et tout. Et puis c'était pas suffisant pour vraiment entraîner la motivation d'une certaine frange de la population et notamment en regardant les données, on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de familles monoparentales qui réservaient chez nous, et qui dépensaient beaucoup plus d'argent que les autres et dont la Ah! satisfaction était pas forcément très, très élevée. Et pour nous, c'était un enjeu parce que la guerre d'attractivité dans les secteurs du loisir est très, très forte. Ça engage des budgets extrêmement, importants et la question était de se dire: «Est-ce qu'on peut pas faire autrement pour attirer cette clientèle-là et comprendre qu'est-ce qui pourrait mieux la satisfaire pour optimiser, les budgets tout simplement?» Et on s'est rendu compte que cette clientèle-là, en mettant en place les outils de design de service, c'est-à-dire en allant sur le terrain les observer en faisant ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire en imitant leur parcours tout le long de leur journée, en se déclarant ou sans se déclarer auprès d'eux, en faisant des interviews, ce qu'on appelle côte à côte et pas face à face, parce que ça change absolument tout quand tu es à côté de ton Ouais. interlocuteur et que tu te promènes avec lui ou que tu attends avec lui dans une file d'attente, par exemple, plutôt que de l'avoir posté en face de toi avec un iPad et en train de lui poser des questions. Ça n'engage pas du tout le même type de discussion et le même type de manifestation d'émotion de la part de l'interlocuteur. Et ça permettait de récolter des informations informelles qu'on n'aurait jamais pu récupérer au travers d'une enquête basique de satisfaction comme on en reçoit tous par mail en général. Ça se fait à froid, une fois que le séjour est terminé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, ces familles monoparentales étaient surtout des pères divorcés qui n'avaient pas souvent la D'accord. garde de leurs enfants et qui du coup, quand ils les avaient, eux, ils voulaient que leurs enfants, il y ait des étoiles dans les yeux, systématiquement à chaque fois qu'ils les emmenaient quelque part et tout ce qui comptait pour le père de famille, voilà, c'était que, les pères soient, super ravis de voir, que leurs enfants étaient hyper contents de ce que papa avait fait, pour eux. C'est pour ça qu'ils se Ouais. mettaient à dépenser autant d'argent que leur était possible, en espérant comme ça faire vivre une expérience un peu VIP quelque part à leurs enfants,
contrairement à des familles considérées basiques, on va dire. Ils voulaient vraiment que ces enfants aient un supplément d'âme à leur visite et c'est pour ça qu'on s'est mis à se mettre autour d'une table en mélangeant, c'est très important dans la démarche design de service, tous les types de personnel qu'on avait, au parc. C'est-à-dire à la fois des directeurs, mais aussi, des femmes de ménage, des gens qui étaient, basés aux attractions ou des gens qui étaient en caisse. C'est important de mélanger toutes les strates hiérarchiques de l'entreprise. Il faut un arbitre ou quelqu'un qui anime, les débats, ce qui est mon rôle aujourd'hui dans les entreprises que j'accompagne, pour faire sortir des idées et dire: «Voilà, la problématique de ce monsieur, c'est qu'il veut absolument que ses enfants aient un souvenir de visite plus fort que leurs petits copains de classe parce que pour lui, c'est important, il les voit pas souvent et cetera». Ouais, je vois. Et c'est à ce moment-là que du coup des idées émergent auprès de gens qui du coup n'ont pas forcément l'habitude de collaborer avec nous, en termes de développement ou de marketing à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire venir plus de gens demain et donc ça donne la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de la voix et c'est sur des micro détails que ça peut se Ouais. jouer et c'est là qu'on avait mis en place notamment le réveil par un lapin crétin. C'était à l'époque où on avait sorti une attraction avec, Ubisoft et l'idée c'était que, quand on arrive en séjour, eh bien, le père programme, le réveil de ses enfants le lendemain matin et le fait est qu'un un lapin crétin géant tape à la porte de la chambre à l'heure dite. Le père ouvre la chambre, les enfants, c'est la surprise et il y a un lapin de 3 mètres de haut qui déboule dans la chambre, qui saute Ouais, sur le matelas avec les enfants et qui incroyable. les fait jouer et qui les amène comme des princes, dans la salle du petit déjeuner. L'idée, c'était qu'il y en ait très, très peu qui puissent bénéficier de cette offre-là. Ça a une valeur en termes émotionnels et de Mmh, bénéfices pour le père et pour les enfants, donc ça coûtait extrêmement cher, pour être honnête, et oui. et ça l'est toujours aujourd'hui, mais 100 des propositions de réveil lapin, ont été vendues, en tout cas les années où j'y ai travaillé, c'était encore Et le cas, oui. à la fin. Voilà, donc ça, on n'y pense pas forcément quand on se dit: «Ah, il y a une petite baisse de fréquentation, les attractions, ça coûte cher, ça prend du temps à imaginer, à mettre en place et beaucoup d'investissement, de stress» et ben ces petites choses font aussi partie de l'expérience et c'est un moment de vérité, comme on le disait tout à l'heure, qui finalement compte énormément dans l'expérience de visite et dans le souvenir qui sera raconté après, auprès de l'entourage et qui fera revenir les gens et qui en fera venir d'autres. Voilà. D'accord. Si je résume, les grandes étapes du design de service dont tu parlais, ce que je synthétise, c'est quoi? C'est première étape, étude sur le terrain où tu vas récupérer de la data. Ouais. La deuxième où tu te réunis finalement pour réfléchir à comment est-ce que tu vas designer ton service avec j'entends qu'il y a des équipes et pas forcément, le head office, mais aussi plein de gens, notamment du terrain et cetera. Mmh. Est-ce que là, tu impliques des parties prenantes, des personnes extérieures à l'entreprise à ce moment-là ou pas? À ce moment-là, Ouais, ensuite ça il y a une ça me phase paraît de difficile. ouais, c'est à partir de cette phase d'idéation, en fait, qu'on va réfléchir à plusieurs pistes de ce qu'on appelle des POC, les proof of concept, c'est-à-dire des exemples concrets qu'on peut mettre en œuvre et là, on fait une petite Mmh, liste, une short list et on se dit: «On va le faire pendant qu'il est chaud». Il faut que ça soit très simple à être mis en œuvre, qu'on ait les moyens de le faire dans les jours, dans les semaines, qui suivent, ce brainstorming et une fois qu'on les a mis en œuvre, on les fait tester donc en temps réel par des visiteurs et par le personnel, qui en est chargé en question et juste après, on se laisse 1 semaine, 2 semaines de test et au bout de ce test-là, on se rassemble tous. Éventuellement, on fait venir dans ces cas-là des gens qui ont profité de cette expérience ou de ces tests pour discuter avec eux, voir s'il y a des choses à améliorer ou pas, que ça soit en front office ou en back office ou au niveau des tarifs, de l'organisation et cetera et une fois que ça c'est validé et ben, on peut implémenter entre guillemets «le test, dans le dur» et en faire une proposition, pérenne dans le temps. Ce qui est très important dans le design de service, c'est vraiment ça, c'est que d'abord de l'observation terrain, ensuite de l'idéation avec des équipes, de différentes strates, hiérarchiques, mmh. le test assez immédiat avec des idées qui sortent, rapidement et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, être capable de faire un retour des expériences avec les visiteurs qui l'ont testé pour voir lesquelles peuvent être, pérennisées, dans le temps et le service, amélioré en conséquence. Ce qui est génial, c'est que moi, j'accompagne des hôtels et on fait, exactement cet exercice, alors adapté à notre métier, mais où on se réunit, enfin, avec les équipes et je les fais travailler sur un outil pour essayer littéralement de dessiner le parcours de Exactement. leurs clients dans leur établissement, étape par étape et là, je reprends ce fameux terme de moment de vérité qu'on a identifié et sur lequel on va placer, je sais pas si c'est un langage que tu utilises aussi, les fameuses signatures de service qui viennent marquer, avec l'ADN de notre entreprise. Donc c'est pas un standard classique qu'on trouve partout, mais c'est quelque chose de spécifique à Exactement. Futuroscope dans ton exemple ou, un hôtel dans le mien. Tout à fait. OK, bon on parle la même langue, c'est très bien, c'est rassurant. Dans ta conférence, tu parles d'un exemple d'un hôtel idéal, en tout cas
d'un hôtel auquel toi tu as réfléchi. Alors je sais que c'est en plus assez perso et tu nous en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter cet hôtel, idéal, comment est-ce qu'il est et pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Ouais. Alors, j'ai essayé dans la conférence de faire un exercice de prospective, en utilisant beaucoup mon imagination, mais surtout mon vécu, pour Mmh, m'utiliser moi-même en tant que persona et me projeter dans une situation touristique idéale au vu de mes problématiques, de santé. Et dans ce cadre-là, moi je souffre, d'une maladie auto-immune et puis d'une maladie, typiquement, féminine qui s'appelle l'endométriose. Il y a pas de traitement, ouais, aujourd'hui qui existe. Alors on n'en meurt pas, mais ça fait extrêmement mal, ça fait beaucoup souffrir, c'est ouais, chronique et ça dure très, très longtemps, à l'échelle d'une vie, hein. Et du coup, mon idée, c'était de me dire, comment un service, hôtelier pourrait prendre en considération les problématiques de santé, que ce soit psychologique ou physique, d'un certain nombre de gens qui souffrent dans la population aujourd'hui. On est quand même très, très nombreux à avoir ce type de mmh. petits, problèmes et finalement, ça permettrait de mélanger à la fois les données santé, des futurs, touristes et y adapter des services, appropriés. Attends, j'ai mon Ouais, casque qui tourne en et même tu temps. tu dis, de des personnes, on est d'accord que, sauf erreur de ma part, endométriose, ça touche exclusivement des femmes? L'endométriose touche exclusivement des femmes qui ont leurs règles, Ouais, à peu près 10 à 11 de la population, mondiale des femmes, en ouais, quand question, même. donc entre 18 et 55 ans. Et en France, ça représente 2 millions de personnes quand même. Donc on parle pas C'est d'une énorme. niche et d'une petite, d'un petit Ouais, marché. C'est énorme. En plus, on sait que les femmes sont les touristes les plus importants dans le monde, en majorité, que ce soit à titre professionnel ou personnel. On est de toute façon, la majorité des humains qui peuplent cette planète, hein. Donc c'est pas, négligeable et c'est pas anodin de prendre en considération, ces problématiques-là. Alors aujourd'hui, ce qui fait que c'est pas possible de le mettre en œuvre, c'est que l'usage des données personnelles, en l'occurrence celles concernant la santé, est extrêmement encadré, notamment en Europe. Mais mon sujet, c'était de dire que si les patients sont d'accord ou les touristes patients sont d'accord pour avoir un service augmenté par rapport à leurs problématiques et donc partager ces données en amont avec les services touristiques, notamment les hôtels, c'est pas si compliqué que ça pour les hôtels de proposer des services adaptés qui permettent vraiment, tu vois, de libérer la charge mentale que ça représente d'être en dehors de chez soi, dans une situation inconfortable et de vivre pleinement l'expérience qu'on peut avoir dans un lieu, de se sentir un peu plus compris, sécurisé et de prendre aussi du plaisir, malgré la situation, quoi. L'objectif n'est pas de dire, il faut que les acteurs touristiques règlent les problèmes de santé des gens, mais faire en sorte que l'expérience touristique qui repose beaucoup sur la satisfaction et le plaisir prenne en compte ces problématiques santé que nous sommes très nombreux, à connaître. Alors, j'ai un peu déliré dans la conférence, je me complètement. suis un peu fait plaisir. J'imaginais que voilà, le cycle menstruel, en tout cas qui régit beaucoup les douleurs de l'endométriose, a plusieurs phases. Il y a des phases où on est plus calme, des phases où on est extrêmement énervé, de mauvaise Ouais, humeur ou très angoissé et du coup, j'imaginais par exemple que si on arrive dans un hôtel, en phase, juste avant d'avoir ses règles, c'est-à-dire à J28, J30, on puisse nous proposer des ateliers où, par exemple, je pourrais fracasser des assiettes, dans un couloir, seule. Ça me libérerait énormément d'adrénaline et ça me détendrait beaucoup. Ça ne résoudrait pas le mal que j'ai, mais ça pourrait me faire beaucoup de bien au moral. Après, c'est une maladie, qui est extrêmement handicapante physiquement. Quand on souffre énormément, moi, il y a aucun médicament qui fait effet. Je suis obligée de mmh, rester allongée, des heures entières, ouais, parce que je ne peux pas marcher. Ça me fait énormément, souffrir et quand on est allongé des heures entières et quand on n'a pas forcément envie d'être scotché sur un téléphone ou un ordinateur, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a les yeux qui regardent le plafond et c'est quelque chose qui m'a toujours, perturbée dans notre époque moderne, par rapport à des périodes plus anciennes, notamment la Renaissance en Italie ou que ça soit en tout cas le sud de l'Europe, où c'était la mode avant les tapisseries et cetera, de décorer aussi les plafonds. Moi, j'aimerais bien, dans une chambre d'hôtel, avoir autre chose à regarder que du blanc intersidéral pendant des heures quand je suis pas bien, parce que ouais. je suis pas suffisamment en forme pour, et détendue pour dormir et je me disais: «Pourquoi on ne reprend pas aussi ce principe de décoration, des espaces, de plafond notamment, avec des jolies choses à regarder, que ce soit des fresques, ou autres, ou même des écrans géants, directement au plafond pour que les gens qui, sont handicapés et qui ont besoin de rester allongés un certain temps, c'est quand même le principe dans une chambre d'hôtel, hein. On a difficilement Ouais, autre endroit où c'est vrai. s'asseoir que dans un lit et des choses à regarder. Et pour avoir été hospitalisée et opérée un certain nombre de fois, il y a des hôpitaux qui commencent à s'y mettre, qui font du design de services dans les couloirs notamment. On passe beaucoup de temps,
couchés sur le lit, ambulant avant de rentrer dans la salle opératoire et il y en a qui commencent à Mmh. faire appel à des artistes pour décorer justement, Ouais, les murs et les plafonds. Ça n'a l'air de rien, c'est un détail, c'est vraiment pas compliqué à faire, mais je t'assure que ça change complètement, l'expérience in situ qu'on peut avoir de la situation, dans laquelle on est. C'est des complètement, petites ouais. choses qui me semblent assez simples à mettre en place. Après, je trouvais aussi que les hôtels notamment, qui ont toujours été en avance, hein, sur un certain nombre de sujets liés à l'hospitality, hein, qui est encore un sujet, à la mode et que tu maîtrises bien, mais ont toujours été pionniers par rapport à d'autres types d'activités, touristiques, pourraient proposer des tests de services, que ce soit, des objets, nous on a besoin par exemple d'appareils chauffants, de temps en temps pour, détendre les muscles à des endroits très précis qui occurent la Mmh. douleur. Il pourrait, voilà, y avoir des partenariats avec des startups selon les territoires ou autres, qui permettent à des clients qui sont d'accord de tester un certain nombre d'outils innovants et de faire partie de la R&D en fait, qui permettrait de trouver des solutions, pour améliorer la vie, des patients. Encore une fois, Ouais. on parle pas de trouver un remède, médical, hein, mais il y a très peu de moyens qui sont mis sur la recherche de cette maladie en particulier et il y a plein de moyens en revanche qui me semblent accessibles pour mieux la vivre. Encore une fois, voilà, le Mmh. sujet est de mieux la vivre et je pense que, il y a un terme aujourd'hui que j'aime bien, qui s'appelle l'impactainment, qui consiste à mélanger entertainment en anglais, donc qui veut dire divertissement, et impact. Ouais. Et l'idée que les professionnels du tourisme proposent des activités dont l'objectif est quand même le plaisir et la satisfaction, hein, des individus, mais qui aient un impact, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé ou sur l'état psychologique ou sur l'entourage, me semble un terme qui mériterait d'être pris mieux en considération par les professionnels aujourd'hui. Et je pense que l'hôtellerie notamment pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans. Hyper intéressant. Ouais, impactainment, c'est un mot que je connaissais pas, donc je le mets dans ma bibliothèque. Ce que tu nous as décrit c'est très clairement un design de service qui répond parfaitement à un persona que tu connais si bien que tu arrives à lui proposer, une offre ou des offres, adaptées à ses besoins et en effet, c'est le graal quand, dans le marketing et dans les opérations de réussir à faire ça parce qu'on, on répond à un besoin client comme si lui, il l'avait réfléchi lui-même. Justement, alors, on parle pas de forcément créer cet hôtel, quoique, mais tu aurais des pistes pour les hôteliers, qui nous écoutent, pour réussir à aller dans cette finesse d'identification des besoins de leurs clients? Un peu des conseils applicables. Voilà, je suis un hôtelier, je suis dans mon établissement, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à identifier mon persona et répondre à ses besoins? Alors, j'en ai discuté, hein, avec certains professionnels, hôteliers, notamment un grand groupe, français international, hein, pour, Ouais, pas le citer pour que ne pas tout le le monde citer. aura reconnu, voilà, qui sont très préoccupés par ces problématiques inclusives, hein, parce qu'en fait ça revient un peu, à ça aussi et de voir comment on propose des services, spécifiques, mais qui finalement s'adressent à une cible assez large et la problématique aujourd'hui de ces grands groupes, c'est que finalement ils ne veulent pas forcément toucher au design, de l'hôtel en question, mais proposer plutôt des devices qui permettent de remplir telle ou telle fonction, et répondre à telle ou telle demande de telle ou telle, clientèle. Je pense que la barrière à l'entrée, encore une fois, c'est les données médicales. C'est un vrai sujet, Oui. moral, sociétal qu'il faut Pour prendre être en très clair par considération. rapport à ça, il Ouais. y a la RGPD, donc qui est la réglementation qu'on a en Europe, qui empêche de prendre des infos médicales et de les mettre dans des dossiers clients, c'est ça? Tout à fait. Il y a ça et puis le fait que pour les gens, c'est pas encore naturel, dans leur démarche de se dire: «Je vais partager mes données santé qui sont très personnelles avec des groupes, d'activités touristiques». On n'en est pas là encore dans la démarche. Donc ça peut être, c'est un frein qui est pour moi lié à la société aujourd'hui, mais qui va forcément évoluer dans les années à venir. On voit notamment, les effets que l'IA va avoir sur, la manière d'appréhender un certain nombre de sujets et notamment d'adresser ces problématiques santé qui va faire qu'à un moment donné, il y aura peut-être cette interface IA entre les gens et les professionnels pour arriver en tout cas à avoir, plus d'informations. Sinon, pour répondre à ta question, donc ça c'est vraiment une barrière, à l'entrée. J'ai oublié ce que je voulais te dire Ouais, là-dessus. sur, tu vois, l'hôtelier, comment est-ce qu'il peut récupérer ces infos? Alors déjà, je creuse ce truc parce que quand même j'ai envie de comprendre ça. Aujourd'hui et moi je l'ai vécu quand j'étais dans des hôtels, on a des infos sur des clients. Le client te dit, «J'ai une allergie ou j'ai une intolérance au gluten». Je n'ai pas le droit de mettre dans son dossier intolérance au gluten. Donc nous, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait éviter absolument le gluten. Ce qui, dans notre langage, voulait dire exactement la même chose, mais on respectait la RGPD. Enfin, c'est pour dire à quel point c'est à la fois bête C'est ça. et en même temps, il y a quand même des moyens, tu vois, de contourner ça. Est-ce que
je J'ai sais un pas si autre tu exemple. connais la bah, vas-y. J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit qui me rend absolument dingue, dont j'ai parlé aussi, pendant la conférence. J'ai un exemple qui me rend dingue, c'est ce qu'on nous donne à disposition dans les chambres d'hôtel. Je voyageais énormément pour mon métier et à titre personnel. J'ai fait plus de 200 hôtels, dans ma vie. Je ne sais pas si ça peut paraître beaucoup ou pas, mais en tout cas, ça me semble Mmh. représentatif dans tous les pays du monde, hein. Et aujourd'hui, quand tu vas dans un hôtel, quel qu'il soit, hein, alors pour des raisons écologiques, il y a moins de petites choses à récupérer type, savon et autres, mais encore aujourd'hui en 2024, au 21e siècle, on te propose pour les garçons du cirage à chaussures et un voile en plastique à mettre sur les cheveux des femmes Ouais, pour protéger son brushing sous la douche. le J'ai bonnet. demandé à des consultants spécialisés dans, le retail pour les hôtels. J'ai appelé les fournisseurs, j'ai demandé à des professionnels hôteliers, je leur ai dit: «Pourquoi? Pourquoi vous proposez encore ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des études qui vous montrent l'usage que les clientes en font?» Eh bien, Mmh. on étudie énormément de choses sur le comportement d'un client dans un hôtel, mais manifestement, en tout cas à l'heure où je te parle avec les contacts que j'ai eus et le temps que j'y ai passé, personne n'est capable de me dire Mmh. combien de personnes utilisent ces fameuses, capes, ça s'appelle en anglais, pour protéger Oui, son brushing ouais, et moi ça me les rend bonnets, dingue, les bonnets de voilà, ça me rend dingue qu'on ne propose pas à la place des protections hygiéniques. Alors les hôteliers me répondent: «Mais si les gens les demandent, si les femmes les demandent parce qu'elles ont une urgence qui était pas prévue, on en a souvent à la réception, il suffit de le demander». Enfin, est-ce qu'ils se mettent dans la situation d'une femme mmh, qui à X heures, dans la nuit, se trouve avec des douleurs et effectivement, commence à avoir ses règles, appeler la réception pour demander une protection hygiénique? Enfin, la démarche psychologique, ouais, elle est quand même pas simple. Moralement, c'est pas donné à tout le monde. Il y a de la pudeur, c'est un sujet extrêmement intime et cetera et donc ça me complètement. semble un peu plus vital pour le confort des femmes. On sait par exemple aujourd'hui que, dans la population SDF, la première chose que demandent des femmes en difficulté, c'est des protections hygiéniques plutôt qu'on leur donne des à manger, Mmh. ou à manger ou des vêtements. Des protections hygiéniques, c'est quelque chose pour la dignité des personnes qui est extrêmement important et pour nous, c'est un besoin vital et que ça soit pas proposé dans une chambre d'hôtel, ça c'est je comprends pas. J'avoue que je ne comprends Mmh. pas et donc ça, voilà, il y a un manque d'études, semble-t-il, de données sur ces petits packages proposés gratuitement, dans les chambres d'hôtel et la corrélation entre les besoins effectifs de la personne qui occupe la chambre et l'utilité de ces produits Ouais. qui me semblent aujourd'hui pas adaptés et qu'il faut trouver un moyen pour le résoudre, C'est quoi. hyper pertinent. Il y Surtout a je sais pas qu'aujourd'hui, si il y tu a des connais boîtes de nuit ou des endroits dédiés notamment au sport qui le proposent dans les bien toilettes et sûr cetera, qui proposent et des c'est pas un protections coût, hein, hygiéniques. c'est un coût qui est Non. minime en tout cas. Ouais. Je sais pas si le tu connais le She Travel Club qui est un label qui Oui. est dirigé par Valérie Offenberg que j'avais eu, l'année dernière sur le podcast et elle, dans son label justement, ils ont des hôtels qui systématiquement ont ces protections hygiéniques à disposition. Je trouvais que c'était un peu le niveau 1, hem, qui était intéressant, mais on peut complètement pousser plus loin et encore une fois, c'est pas une révolution en disant d'office, ce sont dans nos kits en chambre. On a dans une petite boîte jolie à côté du kit couture et du coton qu'on propose, des protections hygiéniques pour nos clientes. Ça va répondre à leurs besoins et ça favorise aussi, l'expérience et en effet, c'est quelque chose de tout simple à mettre en place. OK, bon, On est conseil à tous peut-être les hôteliers qui nous écoutent. exactement, on est que 2 millions entre guillemets «à souffrir d'endométriose» en France, mais il y a 20 millions de femmes qui ont leurs règles, hein, quand même, hein, sur 60 millions. Donc ça représente quand même Ouais, une quantité a assez priori astronomique. dans nos hôtels aussi et en effet, il faut le prendre en compte. Mmh. OK pour ça, bon pour la RGPD, on comprend que c'est en train de changer, que pour l'instant, voilà, il y a des barrières, mais il y a aussi des moyens de les contourner. Hem Et oui, mon dernier point, c'était le conseil pour notre hôtelier qui, justement a besoin d'être encore plus proche du terrain. Moi, souvent les hôteliers avec lesquels j'échange, hem, c'est un petit hôtel ou c'est un hôtel indépendant, un groupe familial. Ils ont pas forcément un énorme budget pour aller faire des très grandes études à échelle, d'un pays. Par contre, ils sont au quotidien sur le terrain avec leurs équipes et avec leurs clients. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire le lien entre ce qu'ils ont à disposition et leur design de service dont tu parlais tout à l'heure? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut à un moment donné pouvoir mobiliser toutes les strates, des gens qui travaillent, dans l'hôtel, ceux qui sont au desk, mais les cuisiniers aussi, ceux qui travaillent pour le Oui. petit déjeuner ou pour la DP, enfin la demi-pension ou la pension complète si c'est le cas. Les femmes de ménage ont quand même accès à l'intimité des gens dans les chambres d'hôtel de manière Mmh. assez, forte et je ne suis pas sûre aujourd'hui que tout leur retour
professionnel soit pris en considération dans la manière d'agencer, les chambres et cetera. Il y a des standards, par exemple, aujourd'hui qui existent, que je reprends, aussi dans la conférence, qui sont que pour une preuve d'hygiène absolue, tous les draps sont blancs et les serviettes de toilette sont blanches. Ouais. Bon, bah, quand on est une femme et qu'on a, des voilà, ces règles une fois par mois pendant 30 ans, c'est pas tout à fait, sympathique et facile à vivre que d'avoir, ces draps blancs, tout le temps, partout, où Mmh. on fait la démonstration quand il y a un accident que voilà, on a effectivement, celle tout ça. Donc ça me semble pas extrêmement adapté à notre situation et ça me semble aussi assez facilement, changeable. Il suffit de l'éteindre dans une autre, couleur pour que les femmes se sentent un peu plus, à l'aise. Mais Mmh. voilà, ça remettrait en question un standard, mais enfin ça, c'est vraiment pas cher à faire et c'est des tests qui me semblent Ouais. assez simples et accessibles pour n'importe quel, hôtelier et de pouvoir après, encore une fois, comme on le disait, demander à leur retour aux clients, en question, pour savoir si ça leur a plu ou pas et si, ça Mmh. fait une différence, en tout cas dans le confort psychologique qu'on peut avoir à faire l'usage d'un certain nombre Ouais. de services, dans une chambre d'hôtel. Mais en effet, là où je t'attendais, et tu enfin répondu dans d moi, j'aurais tendance à dire exactement la même chose. C'est quand on veut en effet faire cette bonne expérience client et bon design de service, il faut aller voir les collaborateurs et tu parles des femmes de chambre. Typiquement, ce sont les grandes oubliées. C'est pourtant elles qui sont plus proches de l'espace intime de nos clients. C'est elles qui voient ce que ne nous disent pas nos clients et qui peuvent, participer là-dessus. Donc je pense qu'en effet, il faut les intégrer et trop souvent, ces décisions de dizaines de services, mais comme plein d'autres, elles sont prises en haut lieu et elles ne viennent pas suffisamment proches du terrain à toutes les strates, tous les niveaux pour reprendre ton langage. Donc Parce que là, on parle complètement, vraiment, d'humain. Il y a des choses qui ont été mis en place dans les hôtels depuis quelque temps, notamment liées au tourisme durable, où on nous demande de mettre les serviettes uniquement utilisées, dans oui. la douche et cetera, pour éviter, de d'avoir à les laver inutilement, de enfin, avoir à laver inutilement les propres. Ça, du coup, je pense que c'est un intérêt aussi pour, le personnel de nettoyage plutôt que femmes de ménage, parce qu'il y a aussi des hommes qui font le ménage, donc le personnel de nettoyage, parce que ça leur demande peut-être moins de travail à faire effectivement quand elles refont, la chambre. Mais je trouve aujourd'hui qu'on met trop facilement en place des choses au nom de la planète et au nom de l'écologie, sans prendre en considération l'humain avant. Sauf que dans le Mmh. développement durable, il y a bien ces 3 problématiques. Il y a Dans effectivement la la RSE, ouais. protection de la nature, il y a l'économique pardon, mais il y a aussi l'humain. Et à un moment donné, si, à skipper l'humain comme ça, à vouloir absolument, d'abord faire du bien à la planète et résoudre des problématiques de coûts, ça me semble aller, contre le progrès rapide, puisqu'on sait tous que l'humain ne pourra pas faire des marches en arrière en termes de confort et de plaisir acquis depuis, des Ouais. générations et des siècles. Et donc il faut trouver un moyen absolument pour, le remettre au cœur du système et ça passe effectivement par, mettre davantage en avant les gens qui sont au plus près de l'intimité et de cet humain-là pour trouver les services les plus adaptés. Et encore une fois, c'est dans l'intérêt de tous les professionnels. C'est ça qui générera aussi derrière, la différenciation par rapport à la concurrence et puis, l'adhésion, d'un certaine frange, du public à une marque ou à un site, touristique en particulier. Ouais, absolument. Écoute Amandine, on a fait un beau tour de tous ces sujets, même si on pourrait pas en parler a priori toi et moi pendant des heures, voire des semaines. Mais, je te propose de faire une petite pause, jeu, l'espace de quelques secondes. Je te propose mon jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Tu redonnes les règles, tu nous partages un mot-clé de ton choix. S'il est utilisé sur un de mes réseaux, sociaux du podcast, donc Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, eh bien, les auditeurs qui écrivent ce mot-clé bénéficient du bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. Alors pour faciliter, ça, je proposerais le mot, femme à tes, Mmh. auditeurs, pour vraiment prendre en considération le fait que, nous sommes une cible, majoritaire dans l'activité, touristique et que cette approche de design de service n'est pas plus féminine que masculine, mais en tout cas implique de devoir faire appel à des collaborateurs plus souvent, féminins que masculins et ça me semble important aujourd'hui qu'il y ait des démarches faites, en ce sens, dans notre, secteur d'activité. Et le service à proposer en contrepartie, bah, je te dirais, oui, moi, j'habite dans un tout petit village de 857 habitants, en plein milieu des parcs Ouais. ostréicoles, donc c'est pas pratique pour rencontrer les gens, de visu. Mais je serais ravie de pouvoir échanger avec les gens au téléphone pour,
s'ils veulent des conseils ou un partage, d'expérience Eh sur oui. le design de service ou le tourisme en général. Cela dit, c'est un village classé, donc ça peut être aussi une occasion de venir, te rencontrer et visiter les lieux. Tout à Hein, fait, hein. surtout que je Très rajoute, à mon arc, une nouvelle activité. J'ouvre un restaurant qui va mettre en place en avant des produits, incroyable. du territoire dans pas longtemps, dans quelques semaines, Mmh. en plein milieu de ces Marius Racon, donc je serais ravie de les accueillir aussi, sur place, avec grand plaisir. Écoute, je sais pas si tu le sais, mais je suis à Bordeaux, donc pas très loin. J'aurais plaisir à Effectivement, te faire une petite visite. Ouais, avec je grand n'y plaisir. manquerai pas. Tu es attendu sur la saison, 2024. Eh ben, très bien, on fait ça, mon le rendez-vous, est pris. Si tu voulais faire un petit voyage dans le temps maintenant, revenir, en arrière, et que tu pouvais, chuchoter à la Amandine, un peu plus jeune pour remettre son début de carrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais être classique, hein, mais je lui dirais de pas s'inquiéter et qu'elle a bien fait de prendre des chemins de traverse. Moi, je fais pas partie de ces gens qui ont, un projet tout établi dans la tête et qui se disent, «Dans 5 ans, Mmh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je veux en arriver là». Moi, le tourisme, j'y suis arrivée un peu, par hasard. J'y suis restée par amour et j'ai saisi toutes les portes et les opportunités qui sont proposées à moi et je me suis toujours rendu compte que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, après avoir fait des choix, j'en étais à un point complètement différent de ce que j'aurais imaginé. Donc c'est faire confiance à l'inconnu, faire confiance aux rencontres et profiter de toutes les occasions, qui se présentent et ne surtout pas être trop figé dans les ambitions ou dans ce qu'on pense, mmh, aimer ou pas aimer quand on est jeune. En tout cas, moi, j'étais peut-être pas suffisamment mature pour, avoir une idée précise de mon avenir, mais je regrette absolument pas tous les choix que j'ai faits et la patience et l'acharnement aussi quelque part, hein, l'investissement, fait qu'aujourd'hui j'ai plusieurs cordes, à mon arc et que comme tu le vois, j'entame une nouvelle aventure, mais qui est pour moi une brique de plus dans l'écosystème, touristique et je me souhaite de pouvoir continuer comme ça encore, pendant quelques dizaines d'années. Voilà. très bien. Un livre que tu recommandes? Alors un livre que je recommande, c'est un livre que je lis en ce moment de Nick Bostrom, qui est un philosophe, Ouais. suédois et qui vient de sortir enfin qui a sorti il y a en 2015 ou 2016, je crois le bouquin, date de ce moment-là, qui s'appelle Super Intelligence et le livre est considéré aujourd'hui comme un des livres de chevet des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est un livre qui décrit comment l'humanité va avoir à faire face à cette, IA quand elle sera devenue beaucoup plus intelligente que les humains Ah, et en gros, on est un peu aujourd'hui à la croisée des chemins 8 ans après, l'écriture du livre, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de d'IA qui sont déployées et maintenant accessibles au grand public, mais qu'il y a des choix fondamentaux à faire pour éviter, tout simplement l'extinction de l'humanité. On a tous peur plus ou moins qu'un jour, l'IA remplace, nos capacités, à faire nos métiers, ouais. notamment nos métiers de col blanc. Il paraît qu'un des métiers qui sera le plus valorisé quand l'IA aura, vraiment gagné la sphère professionnelle est plombier. C'est je suis pas sûre aujourd'hui que pour autant Ah les oui. gens, incitent leurs enfants à devenir, plombier ou à faire un métier du BTP. Mais tout ça pour dire que ce qui est passionnant dans le livre, c'est de constater que, l'intelligence artificielle, il y a plein de manières différentes de la construire, en prenant plein de modèles scientifiques ou techniques, différents, mais qu'à un moment donné, ce qui va faire la différence sur considérer que c'est un progrès pour l'humanité et pour la planète, c'est vraiment la manière dont les hommes et les femmes vont pouvoir, s'entendre ensemble pour en décider, de l'avenir et en poser, ou pas, les limites. Et c'est fascinant de voir que ce livre écrit il y a 8 ans est tellement d'actualité, aujourd'hui et que les plus grands dangers et les plus grandes opportunités qu'il décrit sont effectivement en train de se passer. Donc pour tous les gens qui aujourd'hui ont peur, je leur suggère fortement cette lecture parce que ça permet de comprendre et il y a rien que mieux que la compréhension pour, arrêter d'avoir peur et de se rendre compte que l'humain, de toute façon, restera au centre, des décisions stratégiques, de demain et qu'il faut embrasser l'IA avec, toute la joie et l'ouverture d'esprit dont on peut faire preuve et les bonnes intentions aussi, bien sûr. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressée dans cette lecture, c'est vraiment de dire que l'imagination est plus importante pratiquement que la connaissance et que finalement l'imagination est surtout liée, à des évolutions, enfin à des lois de la nature et que reproduire ce qui se passe dans la nature, va permettre de faire des plus grandes innovations, techniques possibles comme c'est le cas, hein, depuis des siècles et des siècles et il y a rien de plus fort que, les lois, de la nature et donc on n'a pas fini de la découvrir et c'est en regardant comment elle fonctionne au plus près du terrain, comme on le disait tout à l'heure, qu'on pourra, trouver les outils et les objets les plus innovants,
pour l'humanité et ça me fascine complètement parce que, notamment la science et l'informatique font beaucoup usage de design de service. En fait, c'est une démarche qui est Oui. énormément utilisée en innovation, en recherche et développement et on se rend compte que le secteur du service, le 3e secteur et notamment le tourisme qui en fait partie, n'est pas assez, de mon point de vue, organisé autour de cette recherche et développement. On a plutôt tendance à suivre les locomotives des sujets à la mode. On en a évoqué quelques-uns aujourd'hui. Et pour avoir un peu un pas en avant, je pense que la réflexion et la manière de poser des hypothèses scientifiques et de les tester et de prendre en considération encore l'observation du terrain avec les lois de la nature et puis les outils hyper performants qu'on a à disposition aujourd'hui permettront le meilleur et de renouveler un petit peu l'expérience et la manière dont on s'adresse aux touristes aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est passionnant. Est-ce que tu as également une citation ou un mantra que tu te répètes, régulièrement? J'en ai plusieurs, mais bah, pour faire un lien avec le livre et un peu le sujet de notre conversation, je voudrais citer une informaticienne qui s'appelle, Grace Hopper, qui dans les années 50 a été en fait la première femme à écrire un langage informatique, qui est donc une des premières à avoir, permis de développer, l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui disait, alors je vais pas m'en souvenir, précisément de sa citation, mais qui disait que le moyen le plus dangereux pour l'homme de se comporter est de rester immobile. Pour le dire de manière un peu plus prosaïque, je préfère un con qui marche qu'un intelligent qui reste assis et que l'objectif est de vraiment toujours être en mode terrain, en mode action et que les gens qui sont plutôt dans la critique, l'analyse en restant, assis, qui ne veulent pas changer, c'est ça qui est le plus dangereux pour notre secteur d'activité, mais pour tout pour la vie en général. Ouais, Donc l'idée d'être bien tout le d'accord avec temps en ça, ouais. mouvement et de d'attendre et d'être patient pour voir vraiment les effets de ce qu'on a mis en place, réfléchir et bien sûr anticiper quand même, les actions qu'on met en place. Mais voilà, l'idée d'être tout le temps en mouvement et de ne pas se mettre de limites me semble, en tout cas, c'est la manière aujourd'hui dont j'envisage, Mmh. la manière dont je me comporte, Ouais, professionnellement et personnellement. je Tu vois? je comprends et je valide complètement ce concept-là. Après toi, pour parler de tous ces sujets-là, qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors je te suggère, un garçon qui est un ami à moi qui s'appelle, Pierre Goubeau et qui vient d'être, D'accord. Pierre Goubeau vient d'être, félicité par l'UMI. Il a reçu le prix de l'innovation de la nuit pour un nouveau concept, qu'il a créé à Poitiers qui s'appelle République Corner, et qui est en fait un mélange de food court, de bar, d'activités pour enfants, de comédie club, de concerts. C'est un endroit énorme qu'il a créé en pleine zone industrielle, à côté de l'autoroute ou en dehors du centre-ville. C'était assez peu, sexy sur le papier. Mais voilà, il vient de recevoir le prix de l'innovation. Alors ça reste dans la sphère touristique en étant un peu plus près quand même du loisir, parce que c'est pas un Mmh. endroit où on dort. Mais il essaie de développer aujourd'hui son concept un peu partout en France. Ça fait 2 ans qu'il l'a lancé, à Poitiers et ça fait un carton et je trouve que la manière dont il a Génial. réfléchi à la fois l'expérience qui doit embrasser le plus de cibles possible et à la fois le modèle économique, qu'il propose est super inspirant pour d'autres activités, loisirs et touristiques. Voilà, Parfait, bah, écoute, si tu me mets en relation avec lui, je serais ravi de avec le plaisir, recevoir sur Hospitality Insiders. avec Quelqu'un plaisir. qui, il ou elle aimerait, entrer en contact avec toi cette fois-ci, quel est le meilleur moyen de le faire? Écoute, le plus simple, c'est LinkedIn. Je suis Oui, assez, réseaux sociaux, je crois pas trop maintenant au futur des sites internet, tout ça. Je change pas mal de fois d'adresse mail pour, toutes les casquettes dont je t'ai parlé, donc le LinkedIn est le moyen aujourd'hui le plus le plus pérenne de me contacter. Je suis, assez parfait. Je assidue. partage, je Mmh. partagerai toutes les références et moyens de te contacter, bien sûr. Et enfin, tu as le mot de la fin, le dernier message aux insiders, en plus de tout ce que tu as déjà dit. C'est la seule partie de l'épisode où je ne rebondirai pas. Donc si tu avais un dernier message, quel serait-il? Écoute, en tout cas, je te remercie de m'avoir donné, l'occasion de m'exprimer sur tous ces sujets. C'était, hyper intéressant et j'espère que ça sera inspirant pour d'autres et pour aller au bout de la démarche et valider tout ce que je viens de te dire, puisqu'on était sur des paroles, je vous donne rendez-vous, j'espère, d'ici la fin de l'année, autour de la sortie de mon livre que je compte bien sortir sur tous ces sujets qu'on a évoqués et qui fait finalement une grande place à l'imagination
qui reprend cette idée d'un site touristique qui prend en considération les besoins spécifiques, notamment des femmes, comme moi, mais où je pousse le bouchon encore plus loin que ce que j'ai pu faire dans la conférence ou de ce qu'on a pu se dire et du coup ça se transforme plutôt en roman aujourd'hui un peu fantastique, et j'espère bien qu'il sortira d'ici la fin de l'année donc rendez-vous peut-être avec toi autour de ça pour en reparler à ce moment-là. Voilà.